tous et toutes d'être là ce soir. Et puis, en fait, si on a créé cette petite soirée, c'est qu'on voulait en fait amener quelque chose sur lequel je réfléchis depuis 5 6 ans, c'est traduire la stratégie militaire dans le monde de l'entreprise. Et plus particulièrement certains outils, parce qu'en fait, j'aime bien les côtés pratiques des choses. Je suis assez conceptuel, mais en même temps, j'aime bien les outils pratiques. Et ce soir, on va vous parler donc de ces fameux centres de gravité. Euh, c'est un domaine un peu artistique et stratégique, voilà, le domaine dont on va parler, artistique parce que ça fait appel à votre création. Et puis, il s'agit de l'art opérationnel militaire que nous allons voir un petit peu ensemble. Je vais vous donner quelques éléments, seulement quelques éléments, parce que nous n'allons pas passer la soirée dessus. Et puis, je sais que vous êtes tous là après une belle journée de travail, et donc vous avez un peu aussi d'autres choses à faire après, mais c'est important que nous puissions échanger. Pourquoi parler de stratégie et de stratégie militaire et après peut-être de stratégie d'entreprise quand on fera l'outil? C'est que la stratégie à la base, c'est un terme qui vient de la Grèce et qui veut dire effectivement mener, conduire une armée. Donc en fait, quand on dit une stratégie militaire, c'est un peu un pléonasme finalement. On devrait juste parler de stratégie, mais comme on l'a adapté à différents milieux, eh bien, on va parler de stratégie militaire. Je vais vous donner quelques éléments ce soir qui vont ouvrir la voie à d'autres outils de la stratégie militaire, avec ici quelques grands anciens illustres. En fait, il existe bien d'autres outils dont on ne détaillera pas ce soir, mais juste, je vous donne un petit peu de l'appétit dessus. L'analyse des facteurs clés de la planification, l'identification des besoins des décideurs en information critique, ce qu'on appellerait la communication bottom-up, des conditions décisives vers les objectifs, l'analyse des risques, les points de décision, les plans secondaires, aussi des effets qu'on met en place, leurs mesures, les tâches à réaliser, leur appréciation, tout ça pour à la fin bien analyser si on fait bien les choses, si on fait les bonnes choses et si on le fait bien. Tout ça sont plein d'outils qu'on utilise dans la stratégie militaire, qu'on pourra développer peut-être plus tard si ça vous tente. Et ce soir, donc, on va s'attacher à ces fameux centres de gravité. Alors, avant de commencer, je vais me présenter un petit peu plus. Donc, je suis donc Bruno Separo, j'ai tout juste 50 ans. J'ai une formation d'ingénieur en aéronautique et spatiale. Et puis, en fait, j'ai eu mon brevet de pilote bien avant de savoir conduire même une voiture. Et puis après, je suis rentré dans l'armée de l'air en 1992. Dans l'armée de l'air dans laquelle j'ai piloté quelques différents avions. J'ai un peu plus de 3000 heures de vol à mon actif sur aéronefs militaires de tout type. Et puis, pour vous dire juste que vu d'en haut, la planète, elle est belle. Quand on a un bureau à 10 000 mètres d'altitude, on a du mal à revenir sur le sol. Alors, qu'est-ce que ça m'a amené, ce bureau en altitude? Ça m'a amené à savoir gérer des situations complexes dans un temps très compressé et surtout proposer des solutions structurées parce que c'est très réglementé, le monde aéronautique. Et donc, ça, c'était intéressant. Et puis, depuis 10 ans, je suis maintenant plutôt dans un contexte comme celui-ci, un milieu plutôt avec des ordinateurs, dans des salles de gestion de crise, d'animation. Et puis, eh bien, je suis plus dans la stratégie militaire, développer des concepts et puis avec des industriels, développer aussi des produits pour les mettre en œuvre par des nouvelles technologies. Voilà un petit peu qui je suis. Et ce soir, je voulais vous faire part un petit peu donc, de stratégie militaire et principalement d'un outil, mais comprendre la stratégie militaire, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, derrière le terme stratégie, il faut comprendre conduire une armée. Vous verrez pourquoi on peut l'adapter au monde de l'entreprise, parce que dans le monde de l'entreprise, on est aussi préparé avec son équipe à mener des batailles commerciales. On utilise un peu les mêmes termes, finalement, la même terminologie que dans le monde militaire, sans peut-être trop le savoir ou trop s'en soucier. C'est quoi finalement la stratégie? C'est l'art de faire la guerre intelligemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a développé des outils avec des processus et qu'on applique et qu'on utilise en permanence pour atteindre un objectif qui nous est donné par le politique. Parce que, comme vous le savez, les quatre instruments du pouvoir, que sont le politique, l'économique, le civil et le militaire, sont menés de manière concomitante pour atteindre l'objectif final qui est souvent de restaurer la paix. Euh, Comment voir encore la stratégie militaire? Cette phrase, je l'aime bien parce qu'elle traduit tout finalement. Il vous faut des objectifs à atteindre, des ressources pour les atteindre, avoir des manœuvres habiles pour ces ressources. Et puis finalement, la stratégie, c'est l'art de coordonner tout cela. Voilà, quand on comprend ça,
on se dit, waouh, la stratégie, c'est assez conceptuel, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres sur la stratégie. Ce qui est plus compliqué, c'est de le mettre en œuvre finalement. Aujourd'hui, dans le domaine militaire, les domaines opérationnels qui utilisent la stratégie se multiplient, hein. On était passé de 4 domaines qui étaient domaines de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, des forces spéciales. Aujourd'hui, on est passé sur le monde du cyber, du spatial exo-atmosphérique. Demain, j'ai lu récemment qu'on allait passer dans le monde du cognitif aussi. Donc, sachez que ça se complexifie de plus en plus. Donc, les processus et les outils sont très importants. Alors, on va en venir rapidement à nos centres de gravité. Je ne voulais pas aller plus loin dans la stratégie, ce n'était pas le but de la soirée. Ce qu'il faut comprendre, en fait, pour arriver à saisir ce qu'est un centre de gravité, il faut savoir d'emblée qu'il y a un lien étroit entre l'atteinte de ces objectifs et le centre de gravité. Je vais vous donner un peu une définition de ce que c'est que l'art opérationnel. Voilà. Donc, la capacité à produire une bonne combinaison d'actions vers l'atteinte de ces objectifs dans le temps et l'espace par rapport à un centre de gravité. Et ces actions servent à quoi? Ça va être soit, si c'est le centre de gravité de notre force ou de notre entreprise, pour le protéger, le renforcer, le solidifier. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et puis quand on analyse le centre de gravité de l'adversaire ou de la concurrence, et on va chercher avec toutes les actions possibles, le neutraliser, l'affaiblir, le vaincre, le faire vaciller, etc., etc. L'idée, c'est de gagner, de ne pas perdre. C'est un petit peu les maîtres mots qu'utilisent nos illustres ancêtres. Et puis, si on veut un peu parler de ces illustres ancêtres, on va un peu parler de ces stratèges qui nous parlent au travers de leurs propos. En fait, il faut savoir lire entre les lignes. Sun Tzu, hein, qui est un contemporain, si on se met à l'âge de la planète, il y a 2500 ans, il a écrit quelques phrases, dont certaines qui doivent nous parler dans le sens où elles nous amènent à réfléchir par rapport à ces fameux centres de gravité. Ici, on est avec cette phrase qu'il faut savoir résoudre les difficultés ou vaincre ses ennemis avant même que les menaces ne se concrétisent ou avant que les difficultés ne surgissent. C'est juste, en fait, il faut pouvoir planifier plutôt que d'être dans la réaction, dans la gestion de crise sans avoir anticipé. Finalement, c'est identifier les forces d'un acteur et préparer les vulnérabilités pour se protéger ces vulnérabilités. Vous verrez apparaître ce terme tout à l'heure, et c'est un des piliers des centres de gravité. Une autre phrase de Sun Tzu que j'aime bien, qui est, je pense, largement connue dans le monde de l'entreprise, c'est que la meilleure stratégie est celle qui permet d'atteindre ses objectifs sans avoir à se battre. Souvent, ça fait partie aussi des concepts de la dissuasion militaire, c'est de faire tellement peur à son adversaire qu'il va venir à la table des négociations pour signer un traité de paix, il ne va pas vouloir faire la guerre. C'est un petit peu ce qu'on peut essayer de faire dans le monde de l'entreprise. Et puis, en fait, c'est savoir ne pas gaspiller ses ressources inutilement, parce qu'en fait, on n'a pas qu'une bataille à mener, on a plusieurs batailles à mener dans une entreprise aussi, on a plusieurs marchés à conquérir. Et si vous utilisez toutes vos ressources dans la première bataille, vous ne pourrez pas assurer la suite. Voilà, c'est un petit peu ça aussi qu'il faut apprendre à faire, et c'est ce qu'on fait dans la stratégie militaire. Une règle importante, et dans le monde de l'entreprise, je pense qu'aussi on l'applique, il faut être informé. Donc, les capacités essentielles que doivent avoir les responsables, c'est la capacité d'être informé, de recevoir du renseignement. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, une des choses que dit Sun Tzu, que je vous donnais un peu en préambule tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir gagner, parce que pour gagner ou ne pas perdre, ça ne tient pas du hasard, ni l'intervention des dieux, comme il le précise. C'est une question de méthode. Donc, ce soir, on va appliquer une méthode, un outil au travers d'un processus. Et vous allez voir que sans même savoir ce qu'est un centre de gravité et comment ça fonctionne, vous allez être capable de définir des conclusions liées à ce centre de gravité qui sont applicables pour votre direction, pour votre entreprise. Un autre stratège qui lui est important, parce que c'est lui qui a été le premier à définir le centre de gravité, c'est M. Karl von Clausewitz, fin 19e, début 19e, fin 18e, début 19e, pardon, qui dit que la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Alors, c'est important pour les militaires, parce que nous, on ne part jamais faire des batailles sans avoir l'aval des politiques. Et dans une entreprise, c'est pareil. Je pense qu'il faut l'aval d'une direction pour partir sur un nouveau marché. Et donc, ça, c'est important.
Et il disait également que pour obtenir ces objectifs, il faut savoir acquérir des supériorités. Et si on n'arrive pas à avoir la supériorité absolue, eh bien, il faut pouvoir acquérir ce qui sont appelés les quick wins dans les entreprises, des points, des victoires, des points décisifs, et rassembler ces ressources à ces bons moments. Encore une fois, on parle de ressources, c'est important, il faut savoir ne pas les gaspiller. Et puis, un autre grand stratège, on m'a posé quelques questions avant de faire cette conférence, il serait cité, on ne pouvait pas l'oublier parce qu'on vient de fêter son 200e, sa disparition d'il y a plus de 200 ans. Il nous disait, ce fier Napoléon Bonaparte, que lui, il faisait beaucoup de réflexion, de méditation, et il était très préparé, il était entouré d'experts pour préparer ses opérations, préparer ses batailles. Donc ça, c'est très important. Et vous allez voir après que finalement, le centre de gravité, c'est un outil pour préparer ces batailles. Donc finalement, on en vient à qu'est-ce que le centre de gravité? Donc je vous disais, Clausewitz, c'était l'instigateur, le créateur du centre de gravité. Sa définition n'était pas forcément très compréhensible. Finalement, le centre de pouvoir et de mouvement dont tout dépend. Alors, aller développer des conclusions pour une armée ou pour une entreprise avec cette définition, c'est un petit peu difficile. Ce que je vais vous proposer, c'est de passer au travers de quelques questions pour vous aider à mieux le comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis, moi, qui pourtant développe la stratégie militaire et travaille sur les centres de gravité depuis une dizaine d'années, de mieux être à même encore de le comprendre et de l'expliquer. Donc, je remercie l'IBA de m'avoir donné cette occasion. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centre de gravité, finalement? Eh bien, c'est la source de notre pouvoir qui va permettre de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires afin d'atteindre ces objectifs. Voilà. On a un objectif commun à atteindre, on va mettre des actions, et bien, la source du pouvoir qui met en œuvre ces actions, c'est le centre de gravité. Et vous allez voir un petit peu encore au travers d'images comment on peut le comprendre. Qui va définir le centre de gravité? Eh bien, c'est une équipe d'experts. Alors, pour nous, dans le monde militaire, ça va être des experts dans les différentes opérations et de direction, parce qu'il s'agit de décider, qui connaissent bien la structure dans laquelle on évolue, le milieu d'évolution et surtout les adversaires ou les concurrents, pour pouvoir bien définir les capacités nécessaires à ce centre de gravité. Alors, pourquoi on le définit finalement? En fait, c'est simple. On cherche à gagner et il faut éviter de perdre pendant le fait de chercher à gagner. Et on veut gagner en économisant ses ressources. Voilà pourquoi on va définir un centre de gravité. Si vous estimez que vous n'avez aucune raison de perdre et que vous n'avez aucune économie de ressources à chercher, je vous dirais que peut-être vous n'avez pas besoin de centre de gravité, mais je ne pense pas que ce soit dans le monde militaire ou dans le monde de l'entreprise, on veuille gaspiller ses ressources et surtout ne pas chercher à protéger ses arrières quand on part à la bataille. Quand est-ce que ça se fait? Tout simplement, ça se fait en amont, avant de se jeter dans la bataille, au calme pour pouvoir réfléchir et réaliser ensuite un plan cohérent, efficace, judicieux pour pouvoir se jeter dans cette bataille. Où est-ce qu'on va le mener? Il est plutôt idéal de le mener dans sa propre organisation, au plus près des décideurs, pour pouvoir avoir leur aval à la fin. Et comment on le procède? Tout simplement au travers d'une méthode avec une matrice d'analyse. Et c'est du brainstorming, du remue-ménage, en fonction de la langue que vous utilisez. Donc, si vous vous rappelez ce que disait Sun Tzu, ça ne tient pas ça ne sort pas d'un dieu, le fait de pouvoir sortir quelque chose de la stratégie, c'est vraiment une question de méthode. Et donc, ce soir, on va proposer une méthode. Comment le voir autrement, le concept des centres de gravité? Alors, tout simplement, je vais vous le donner une autre façon de le voir. Vous imaginez un système, une armée, une entreprise, un acteur qui a un but défini. Pour ce faire, il dispose d'une source de pouvoir pour agir. C'est ce qu'on appelle le centre de gravité. Vous l'imaginez comme la tête, le dessus d'une façade, d'un fronton. Ce centre de gravité, eh bien, il possède des capacités pour pouvoir agir, influencer ou saisir des opportunités. Ces capacités vont lui permettre d'atteindre le but ou les résultats souhaités. Voilà, et on va les appeler des capacités critiques. Donc, ces capacités critiques, eh bien, pour être opérationnelles, pour aider le centre de gravité à rester opérationnel, elles nécessitent des conditions
des ressources ou des moyens. On va les appeler des ressources critiques. Et ces ressources critiques, ces conditions, ces moyens, malheureusement, ils peuvent avoir des faiblesses, des déficiences, des vulnérabilités. Ils sont sujets à la neutralisation par un adversaire, un concurrent. On va les appeler les vulnérabilités critiques. Voilà, je vous ai introduit les 3 termes autour du centre de gravité: les capacités critiques, les ressources critiques et les vulnérabilités critiques. Et en fait, pourquoi on va faire un centre de gravité? C'est qu'à la fin, il faut conclure pour protéger, saisir des opportunités sur ces vulnérabilités, protéger les nôtres, influencer celles de nos concurrents, nos adversaires, pour pouvoir gagner la bataille. Voilà un petit peu le concept du centre de gravité. Je vous le matérialise au travers d'une image d'un fronton s'appuyant sur ces colonnes. Donc, vous imaginez le dessus étant le centre de gravité qui repose sur des capacités critiques qui elles-mêmes sont constituées de ressources critiques qui malheureusement peuvent avoir des vulnérabilités appelées vulnérabilités critiques. Le rôle du groupe d'experts, ça va être d'identifier comment combler les vulnérabilités en utilisant des ressources matérielles, financières, humaines, pour pouvoir être à même de faire face aux attaques de la concurrence. Et donc, quand la concurrence va vouloir nous influencer sur ces vulnérabilités, on peut avoir certaines vulnérabilités qui, malheureusement, peuvent être touchées sans pour autant faire vaciller notre centre de gravité. L'idéal, c'est de rester debout pour atteindre notre objectif. Si vous voulez faire la même sur la concurrence, vous allez cibler les vulnérabilités de la concurrence pour pouvoir faire vaciller le centre de gravité. L'idéal n'est pas forcément de faire mourir l'adversaire, le concurrent, mais plutôt de le faire venir à la table des négociations pour qu'il vous accepte sur la place, qu'il vous laisse prendre le terrain. Je vais vous donner un exemple très militaire. Saddam Hussein, qui était au pouvoir en Irak, eh bien, il avait la volonté, parce qu'il faut savoir aussi définir quel est l'objectif à atteindre, il avait la volonté de se maintenir au pouvoir dans un pays qui était fort et influent dans la région. Les capacités donc identifiées, c'est vraiment très résumé, qu'il avait pour pouvoir rester au pouvoir, c'était la capacité à survivre, la capacité à communiquer et la capacité à rester influent. Donc, j'ai cherché à identifier quelles ressources critiques il pouvait nécessiter pour ses capacités. Donc, je vous en liste quelques-unes. Pour survivre, il avait besoin de finances, d'armées, de renseignements, de cadres militaires loyaux. Pour pouvoir communiquer, il avait besoin de systèmes de communication, de centres de commandement. Et pour rester influent, de soutien de la population, des médias nationaux et puis d'une armée. Et puis, dans ces différentes ressources, j'ai identifié des vulnérabilités. Les finances reposaient sur le pétrole. Le renseignement avait des moyens limités et puis le système de communication était ancien et des cadres militaires qui étaient malgré tout opportunistes. Et donc, les forces armées ont identifié ces vulnérabilités et au moyen soit de forces militaires, soit de moyens économiques ou politiques, on a ciblé ces vulnérabilités pour aider à faire vaciller le centre de gravité de l'Irak mené par Saddam Hussein. Voilà un exemple. Je vous donne un autre exemple avec la matrice d'analyse qui est utilisée. Je vais vous la décrire pour la comprendre et c'est celle qui sera utilisée dans l'outil pratique, dans le travail pratique qu'on fera tout à l'heure. Donc, en haut à gauche, vous avez l'acteur ou l'entreprise qui est identifié. Et voilà la matrice, comment elle est travaillée. On va définir l'acteur, l'entreprise ou la force qui est identifiée dans le cadre de notre étude. On va essayer d'identifier quel est l'objectif, le but principal de cette entité. En deuxième partie, on identifiera les capacités critiques en théorie nécessaires pour cet acteur pour atteindre ses objectifs. Ensuite, on essaiera d'identifier de manière théorique quelles sont les ressources critiques nécessaires pour soutenir ces capacités. Enfin, on regardera au mieux, encore plus précisément, l'entreprise ou l'acteur militaire. Et cette fois, on ne regardera pas en théorie, mais en pratique, quelles sont ses faiblesses sur ces ressources critiques. Et l'objectif du groupe d'analyse, c'est de tirer des conclusions
pour soit protéger les vulnérabilités, celles qu'il faut protéger pour être sûr de ne pas avoir le centre de gravité vaciller, et éventuellement, si on fait l'analyse d'un centre de gravité de l'adversaire, comment le faire vaciller. Et on finira par définir le nom du centre de gravité, ce qui est le plus dur, mais pas le plus important. Le plus important, ce sont les vulnérabilités critiques et les conclusions en fait, à tirer. Si on arrive à le nommer, c'est la cerise sur le gâteau pour pouvoir mieux le présenter aux décideurs qui vont valider l'analyse des travaux. Voilà un petit peu. Je vais vous donner un exemple pour terminer sur une analyse qui a été faite sur une force armée. Donc, l'acteur, par exemple, c'est une force aérienne dans un conflit qui n'est pas nommé. L'objectif, c'est de rétablir une situation pacifique dans une région avec des acteurs aux capacités uniquement défensives. Pour ce faire, eh bien, on va définir, par exemple, une première capacité, la capacité à commander et conduire les opérations. En ressources critiques pour faire ça, eh bien, il faut un système de communication, il faut une structure de commandement. Et en vulnérabilité et des équipements interopérables. Et en vulnérabilité identifiée, c'est par exemple, il y a des moyens de certaines nations qui ne sont pas interopérables avec les émetteurs en termes d'émission-réception. On fait de la même pour d'autres capacités critiques. Par exemple, il leur faut la capacité d'approvisionner les forces. Pour ce faire, il faut des stocks, un flux logistique. Et puis, il a été identifié que, par exemple, là où on va mettre les avions, il n'y a pas de dépôt de munitions. Le flux est très dépendant des limitations aéroportuaires et donc on en tirera des conclusions. Et on fait ainsi de suite de manière créative en réfléchissant et on finit par définir toutes les capacités critiques, les ressources nécessaires pour les soutenir et on identifie les vulnérabilités. À la fin, il suffit de conclure en définissant ce qu'on veut mettre en place pour soutenir ce centre de gravité dont l'objectif est d'aider l'acteur à atteindre l'objectif souhaité. Ensuite, on peut définir, par exemple ici, un commandement robuste et résilient qui sera à même d'atteindre l'objectif souhaité. Voilà l'exemple, voilà le centre de gravité, le processus. Et ce soir, on va donc travailler sur cet outil au travers d'un exemple autour d'une entreprise. Et si Claude, on peut commencer donc à déjà pré-identifier le travail de ce soir. Donc, je vais l'introduire et puis tu vas expliquer le départ sur le travail pratique, si tu veux bien. Volontiers. Donc, votre mission ce soir, puisque nous allons maintenant passer au travail pratique, vous êtes ici un groupe d'experts mandaté par un directeur d'entreprise. Donc, ce directeur, c'est ce monsieur. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est le nouveau directeur, le nouveau PDG de Harley-Davidson aux États-Unis, qui est en poste depuis 1 an. Et puis, c'est Jochen Zeitz, et qui veut redorer le blason de Harley-Davidson et rendre profitable l'entreprise Harley-Davidson qui est en décroissance depuis la crise des subprimes en 2008. Donc, la situation, je vous en ai un peu parlé, puisqu'ils ont un peu perdu 1/3 de leur vente depuis 2008. Et il veut mettre en place une nouvelle stratégie qui s'appelle Rewire. Il en a mis une nouvelle qui est même Hardwire. En gros, il veut revenir à l'idée d'une image de marque de légende, un esprit communautaire, tout en rendant la marque profitable. Pour ce faire, il veut définir un plan, mais il a besoin, pour que ce plan soit efficace, et qu'il puisse gagner cette bataille et pas se faire avoir par d'autres adversaires, eh bien, il a besoin de définir le centre de gravité. Et il a réuni une équipe d'experts, c'est vous, pour identifier le centre de gravité de son entreprise dans ce contexte. Et donc, les actions à mener, ça devait être de définir comment renforcer ce centre de gravité pour le devenir de cette entreprise. Voilà un petit peu l'environnement dans lequel on va travailler sur ce processus ce soir. Et je vais laisser donc Claude introduire le partage en groupe. Qui aurait envie de présenter le résultat de l'exercice? Qui veut se lancer? Là, je partage l'écran et puis je vais vous laisser commenter. On avait quoi, 3 groupes? Ouais. On est 4 groupes. Alors, Voilà. qui veut attaquer? Peut-être pas forcément. Pierre-André, je sens que tu as l'air partant là. Il est partant, Non, Pierre-André. non, on peut sans autre.
Claude, tu peux envoyer le groupe Le 3 3. si c'est toi qui as le partage. Tu Ouais, as la main sur tout. oui, je vais vous partager ça. Voilà, je vais partager mon écran. Donc en introduction, donc on a été projeté dans la salle hein, avant de pouvoir poser des questions, Claude. Donc heureusement, il y avait Olivier avec nous qui a pu nous donner 2, 3 conseils. Ces conseils, je vais juste les répéter parce que ça nous a permis de le comprendre. C'est réellement de partir des capacités, enfin il y a les ligne par ligne. D'abord avoir les capacités critiques, ensuite les ressources, puis identifier les vulnérabilités. Et une fois qu'on a fini ce travail de brainstorming, y réfléchir sur le côté des conclusions ou éventuelles conclusions. Il y a juste Véronique qui nous a quittés entre deux, mais sinon Anderson sera sans autre aussi participer. Donc le sujet n'a pas parlé à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, je vais prendre juste quelques lignes. Hein. Une capacité critique qu'on a identifiée, c'était avoir un service de communication, un réel service de communication au niveau Harley-Davidson. Pourquoi dans les ressources, c'était pour construire la marque, recentrer sur un public qui est désiré. Anderson nous disait bien que peut-être aujourd'hui, on a l'image du biker, hein, rebelle, extrémiste, peut-être quand on parle de Harley-Davidson. Donc, vraiment recentrer sur le public qui désire. On avait fait le pendant avec Lacoste pour le côté parisien des dernières années. Et puis, avoir un budget dédié. Et de l'autre côté, donc dans les vulnérabilités, j'en ai brièvement parlé, c'est plutôt cette image qui est propre à un certain type de comportement ou de public, d'avoir quelque chose de peut-être adapté au niveau européen, donc adapté au niveau des régions, voir si les valeurs qui sont totalement ancrées, on l'a vu avec les tatouages et l'identification forte à la marque, ne sont-elles pas trop présentes, c'est-à-dire ne constituent-elles pas une barrière à l'entrée pour des harlettistes en devenir, on va dire comme ça, donc des plus jeunes. Et puis, il y a quelque chose, j'ai vulnérabilité, mais là, je vois pas ce qui est noté. Ah, Bref, non, pour moi, je fasse. Il y en a non, une autre. c'était. Ouais, non, je crois on a tout dit hein, sur cette image. Mais voilà, ça c'est un seul des exemples et on a même mis des conclusions. Donc, comment contrer ces vulnérabilités, décentraliser d'un côté et adapter la communication aux régions et Ah, non, ça c'est un copier-coller, on n'avait pas complété le deuxième, mais on l'avait discuté. Je crois qu'il y a 2 fois la même chose. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Je pense que ce n'est pas le but d'aller dans le détail. Peut-être Exactement, c'est très mieux de bien. prendre un par groupe et puis plutôt dire Oui, comment ça s'est passé. parfait. Tes difficultés, qu'est-ce que tu en penses? Le retour peut-être du groupe 3, qu'est-ce qui était compliqué à assimiler? Est-ce que le parallèle armé a posé un souci? Réaction à chaud? Alors, j'ai un avis, je vais peut-être laisser Anderson si il aurait l'intérêt de nous partager aussi son point de vue. On était pleinement immergé dans le côté stratégique sans forcément prendre le côté militaire. Juste le petit point qu'on pourrait rajouter, c'est rendre aussi les machines un petit peu plus simple en termes de structure, en termes de maniabilité, parce que la Harley Davidson, c'est souvent une très très grosse bécane qui est lourde et difficile à manipuler, quoi. Exact. Excellent. Qui Pour nous, veut Claude, enchaîner? Merci beaucoup. pour Oui. nous, le plus dur, ça a été justement de garder cette structure. En tout cas, moi, je suis parti sur les vulnérabilités avant d'aller chercher les capacités, les ressources. Et Olivier nous a recentré pour dire non, non, mais va d'abord aux capacités et après tu déroules. Et puis, on a bien compris que c'était un brainstorming qui est une des méthodes, hein, comme on a les 5 pourquoi peut-être dans d'autres situations, etc. Excellent. Un autre groupe, on finirait avec le groupe 1 peut-être. Ouais. Groupe 2, Oui, groupe 2, bah, je propose plutôt aux participants de parler un petit peu de ce qu'ils ont fait et alors, attends. On avait un peu plus de choses. Je pense pas on n'a pas Oui, travaillé sur celui-là. c'est un problème de refresh, je pense. Hop, voilà. C'est bon, il Ouais. se recharge. Ok. Magnifique. Donc je sais pas qui veut se lancer dans notre groupe.
Toi. Moi, Jérôme, peut-être? Abdelka? Sinon, je désigne Clément hein, par défaut. Bon, l'idée, c'est de partager une de vos Alors, capacités. Ils sont tous- globalement, donc, on a été accompagné pour Voilà. débuter par les capacités critiques. Alors, il y a eu plusieurs aspects. Il y a l'aspect, un peu comme le groupe précédent, sur quelles sont les spécificités de Harley et comment se projeter dans peut-être des changements sociétaux. Donc, garder l'image de marque légendaire, mais il y a un certain nombre de paramètres qui nécessitent de conquérir des nouvelles générations. Peut-être donc on a commencé par ces capacités, donc adaptation, conquérir de nouvelles générations, tout en conservant la spécificité, la particularité de Harley-Davidson, qui était aussi d'avoir une relation particulière. Donc ça a été aussi dit de spécificité, c'est-à-dire que c'est à la carte. C'est une moto hyper spécifique, mais sur la liste, on fait sa moto, ce qui fait un peu la différence avec une Yamaha ou voilà, d'autres marques ont été données. Et on l'a décliné en ressources critiques. Que faut-il pour, qu'est-ce qui est nécessaire pour assumer ça? Donc, on a vu quelques limitations, c'est de pouvoir, alors c'est des motos très chères, donc il y a des particularités. Sur renouveler l'image, ben, c'est d'avoir des nouveaux partenariats, parce que les images légendaires sont vieillissantes. C'est d'avoir, un peu à l'instar de ce qui était fait en communication, mais on a donc la présence d'un des films, d'avoir des tags ou des choses qui puissent en refaire des icônes ou de nouvelles icônes, et peut-être gommer j'allais dire, le vieillissement de l'image d'appartenance. Les réseaux sociaux, comme pour une nouvelle génération, et puis les nouvelles technologies adaptées, enfin des technologies qui puissent à la fois être dans les nouveaux enjeux sociétaux, notamment avec l'électrique ou avec les pollutions, avec les normes, mais tout en conservant, ce qui n'est pas évident et ce qui demandera certainement un travail spécifique pour l'entreprise, de définir comment traduire tout en conservant dans cette continuité de marque légendaire. Et pour la troisième, n'hésitez pas à compléter les éléments. Et donc on est passé sur les déclinaisons des vulnérabilités pour essayer de voir dans communiquer, dans cette communication, dans cette projection vers les nouvelles générations, comment et les difficultés de conception, c'est-à-dire à la fois d'inclure, parce qu'il y a eu a priori des tentatives malheureuses sur une Harley purement électrique, et comment donc capitaliser par rapport à ces échecs et se projeter tout en, j'allais dire, ce serait un échec que de garder l'inventaire tel qu'il est et de ne pas bouger. Donc après, il y a aussi une remarque sur la difficulté qui était d'être au même niveau et de pouvoir ne pas avoir avec une Harley dans son garage pendant un mois si jamais on n'a pas la logistique adéquate, notamment par rapport au centre de production uniquement aux USA, et d'avoir une capacité à pouvoir rapidement soutenir et entretenir et faire l'entretien cohérent de ces motos qui sont quand même très onéreuses. Le prix était une difficulté, donc savoir à quel marché on s'adresse, comment en faire, et très rapidement sur des problèmes de concept, c'est-à-dire de renouveler la génération tout en ayant un clin d'œil, ce qui sont faits dans plein d'autres marques. On regarde, alors ça n'a pas été évoqué, mais il y a plein de marques qui surfent sur ces aspects, voilà, sur des vieilles voitures qui sont modernisées et qui ont un fort succès, notamment automobile. Je vois que vous avez mis une conclusion. Oui. Ouais. Vous avez eu le temps? Ouais. Alors, on a... Ah oui. Vous avez bien bossé, hein? Dis donc. Ouais. Ouais.
Les bonnes C'est pas couleurs. Ouais, il y avait une très bonne équipe. Ah ouais, ils sont au top. C'est un peu le. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut conclure. Le responsable. Hachi. Alors, je sais pas si vous Euh, m'entendez. ouais, Philippe, très bien. Ouais, je sais pas, j'arrive pas. Jérôme, tu peux monter un peu l'écran parce que ouais, c'est bon. Voilà, la conclusion, en fait, c'est de reprendre les vulnérabilités, enrichir le catalogue avec des nouvelles technologies pour élargir la cible de la clientèle, donc répondre aux enjeux modernes comme la pollution, rechercher les partenariats avec des acteurs, des influenceurs, surtout dans les réseaux sociaux, chanteurs ou chanteuses, influenceurs ou influenceuses, pour promouvoir la marque parmi les plus jeunes. Et puis aussi, c'est essentiellement aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes en moto, mais chez Harley, il y a encore beaucoup de mecs. Une image un peu macho aussi. Et créer une autre gamme pour les plus jeunes et puis pour les pays où Harley n'est pas implanté, parce que ce sont des motos beaucoup trop chères, même déjà en France. Et donc, voilà. Donc, s'ils veulent s'étendre, il faut aussi aller chercher là où il y a du public. Aujourd'hui, donc voilà. Ouais. Intéressant. En moins d'une demi-heure, la production, c'est très intéressant. Chapeau. Après, c'est vrai qu'on n'est pas rentré trop dans le détail, c'est pas très réfléchi, parce qu'en 20 minutes, 25 minutes, Ouais. Ah non, mais- des trucs. Vos impressions? La méthode, vous la réutiliseriez dans un contexte d'entreprise ou autre? Allez, familial, j'en sais rien. Bah, par expérience, là, c'est une méthode enfin, c'est une partie hein, de la méthode. Cette méthode, on l'utilise aussi. Moi, il m'arrivait pour le plan, on va dire en 2016, qu'on a fallu carrément réinventer la manière d'organiser notre centre de formation. Enfin, on ne fait pas que de la formation. On a suivi la méthode militaire, enfin, notre méthode de planification, sauf que notre plan d'action, il parlait de ressources humaines, d'acquisition de matériel, de logiciels, de l'infrastructure, d'expertise. Et donc, c'était exactement comme un plan d'action pour une entreprise qui veut se développer ou se renouveler. Ça peut franchement s'adapter complètement. Donc, et de toute façon, on tournera, vous verrez, si vous en faites une dizaine d'exercices de ce genre, vous trouverez toujours autour des problèmes de logistique, de ressources humaines, de financement, d'expertise, de rayonnement, de communication, au sens large, la communication, en réseaux sociaux, Internet, communicants. Donc, ouais. Je pense que quel que soit le domaine dans lequel on évolue, on peut appliquer, ça c'est un petit bout de la méthode, mais on peut appliquer la méthode en général. Je pense que Bruno est aussi en mesure d'en parler. Tout à fait. Enfin, moi, je vais devoir vous laisser, parce que j'avais prévu avec Bruno de rester jusqu'à 20h. Alors, je crois que l'objectif, après, il y avait encore un exercice, Claude. Non, alors on a fait les deux exercices. Il y en avait deux en un. D'accord. Là, on fait un retour et puis après, on va passer aux questions-réponses. Groupe 4, qui veut présenter? On était groupe 4. Alors, il y en a. Qu'est-ce qui manque? Le groupe 1? Je vais l'enlever, le petit compteur. Hop. Eva, Bruno? Oui, je vais laisser un des participants présenter pour voir comment ils ont interprété et puis utilisé l'outil, apprécier ou pas. Sinon, j'interviendrai. Alors, il y a Stéphane qui vient d'envoyer un message pour dire qu'il est obligé de partir aussi. Ok, pas de souci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore du groupe 1? Écoutez, moi, je veux bien en parler. Oui. C'est une grille un peu nouvelle pour moi, mais je la trouve quand même, bien sûr, intéressante. Je ne veux pas forcément revenir sur les points qui ont été soulevés par les autres groupes, mais il y en a quand même, en tout cas, un qui m'a interpellé dans notre groupe, c'est quand on parle de groupe de clientèle. On a parlé de la clientèle féminine. Et puis, quand on parle de clientèle féminine, il y a différents aspects qui ressortent. Je dirais, il y a un aspect pratique des motos, il y a un aspect d'image,
et puis de poids, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même du travail à faire de ce côté-là. Et puis après, il y a ce qu'on a vu aussi dans les… Je suis désolé. Je ne sais pas si vous le feuille voyez, j'ai un problème réseau qui Ouais, s'affiche. il y a dans les ressources critiques, qu'est-ce que c'était? J'avais juste noté, non, les vulnérabilités critiques. Disons, c'est une marque qui fait du bruit, peut-être qui consomme, etc. Et puis, on va vers une tendance plus écologique, plus électrique. Et puis, il y a des éléments à faire évoluer. Après, là, je n'avais pas les autres éléments. Donc, un peu, c'est le premier tour comme ça que je fais, un peu différencier par rapport aux autres groupes. Très bien. Vous avez eu le temps de faire une conclusion. Est-ce qu'on retrouve les mêmes éléments? D'accord, vous n'avez pas eu le temps. Okay. En fait, on a plusieurs petites conclusions sur certaines des vulnérabilités. Et je crois qu'on retrouve certaines choses qui avaient été identifiées. Alors, ça peut être si, par exemple, faire appel à des jeunes prescripteurs. Donc, on revient un peu sur le côté jeune. Comme je disais, dans la liste des personnes qui font l'image de la pub, enfin l'image de la marque, c'est des personnes qui ont toutes plus de 50 ou 60 ans. Je pense que si on veut régénérer les nouveaux acheteurs, il va falloir un peu cibler de nouveaux prescripteurs pour la marque. Et puis, d'autres éléments qui ont été mis en avant, comme diversifier les canaux de vente, changer le business model en créant des modèles par exemple via Internet, puisqu'ils veulent customiser toutes les motos. Pourquoi pas se la pré-créer sur Internet et puis et la commander via ce service-là, même si ce n'est pas forcément ce que souhaitent actuellement les acheteurs, puisque ce sont plutôt des hommes âgés, un peu rebelles, on va dire. Donc, ce n'est pas tout à fait en phase avec ça. Mais peut-être que s'ils veulent vendre et gagner de l'argent, là, il va falloir qu'ils changent peut-être de business model. Excellent. Je vous propose peut-être de passer à la partie questions-réponses. Je vais arrêter le partage et puis là, je vous propose d'interagir directement avec Bruno. Je vais te mettre en évidence pour tout le monde. Et comme ça, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, peut-être pas qu'à Bruno, parce qu'on avait… Bruno est venu avec toute une équipe de militaires et on a la chance d'être une équipe mixte ce soir. Donc, n'hésitez pas aussi aux facilitateurs de prendre la parole si vous avez quelque chose d'intéressant à dire par rapport à ça. Qui a envie d'ouvrir les festivités? Pour revenir aussi sur des questions de stratégie, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Alors peut-être je vais poser une question générale à l'auditoire. Au début, Michel parlait de la matrice de Michael Porter. Il a parlé d'une analyse SWOT. Les experts en entreprise, là, qu'est-ce qui s'apparente quel modèle serait le plus proche des centres de gravité dans les modèles qu'on utilise communément en entreprise? Est-ce que vous arrivez à faire un parallèle? Si oui, avec quel modèle? Et est-ce que ça trouve sa place dans les modèles qu'on peut utiliser en entreprise? Là, ce n'est peut-être pas une question pour Bruno, mais une question pour tout l'auditoire. Est-ce que Michel, tu es encore là? C'est toi qui avais posé, Michel Raimondo, tu avais posé ces questions. Et c'est un spécialiste. Claude, moi, je vois sur cette question, justement, on parlait de SWOT. Moi, j'ai envie de le lier au PESTEL, ce qui se fait assez fréquemment, puisque je ne sais plus qui a dit qu'à chaque fois, quand on fait une dizaine de ces centres de gravité, on retombe sur les mêmes questions, ressources humaines, budget, etc. Donc, je pense que même si on aligne à la verticale le PESTEL, politique, économique, sociale, etc., et on prend en considération sur l'axe horizontal les forces, faiblesses, opportunités, menaces, donc l'interne et l'externe, on est dans un modèle encore plus loin, je pense, que ce premier modèle qui a pour vocation ici un brainstorming.
Donc là, moi, j'ai l'impression ici, centre de gravité, Bruno, on est dans un mode brainstorming et on construit une réflexion et on échange. Tandis que si on va dans le FOD Perstel, bien sûr, on peut le faire en mode brainstorming, mais on peut déjà poser une analyse bien plus puissante ou beaucoup plus approfondie. Après, tout dépend de l'énergie qu'on a envie d'en donner, c'est ça, d'y donner. Ouais. Alors, j'entends parfaitement. C'est effectivement une analyse que moi, je ne peux pas mener parce que je n'ai pas toutes ces méthodes, mais il faut juste savoir que le centre de gravité, ce n'est qu'une petite portion de ce qu'on utilise quand on fait de la planification d'opérations militaires. Donc, ce n'est qu'une petite partie et les centres de gravité eux-mêmes sont utilisés pour définir le design de l'opération qui va servir à faire de l'appréciation ensuite en conduite de l'opération pour savoir si on mène bien, si on fait les bonnes choses et si on les fait bien. Donc, c'est un tout en fait. Excellent. Ce serait quoi, par exemple, l'exercice qui suit les centres de gravité? Alors, c'est plein de sous-processus. On a un processus qui suivrait, ce serait de mémoire dans le bon sens. Ce serait, je pense, l'analyse des risques, la définition de points de décision pour le responsable de l'opération ou de l'entreprise, qui serait mis après dans un concept lui-même phasé. Donc, en fait, il y a plusieurs process qui sont liés les uns avec les autres, en fait. Et l'analyse de ces fameuses informations essentielles pour le responsable qui doivent lui être remontées pendant la conduite de l'opération. Excellent. Peut-être parler de ces méthodes, hein. D'où ça provient. Tu m'as dit que tu avais fait toute une traduction de l'anglais, une simplification. Oui, en fait, c'est utilisé dans les opérations aujourd'hui de l'OTAN, américain, beaucoup de nations occidentales. Dans le centre où je suis, là, avec certains qui sont ici, on donne des cours sur cette planification. Et puis, j'ai rédigé un livret tout en anglais avec donc, le processus expliqué, et puis surtout les checklists, par exemple, le centre de gravité. Il est décrit pas à pas comment y arriver. C'est-à-dire qu'en suivant la checklist, même sans connaître le process, les gens se surprennent à remplir les cases et à sortir des résultats pour recommander à un décideur des actions. En fait. Ces méthodes, elles ne sont pas publiques, a priori. Est-ce qu'on les retrouve sur Internet ou c'est secret défense ou qu'est-ce qu'il en est? J'espère pas, si on est mal. Le livre que j'ai produit avec d'autres personnes, il est sur Internet. OK. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Volontiers. Si je peux me permettre. Alors, moi, la stratégie militaire, c'est quelque chose dont j'ai cru, j'ai fait quelques formations là-dedans, et j'ai l'impression que ça fonctionne bien pour les grosses structures. Je travaille dans une entreprise de 10 000 personnes et j'ai l'impression que ça s'adapte bien, mais j'ai plus de mal dans une petite structure. Là, je suis dans une structure un peu plus petite, à taille humaine, de 10 collaborateurs, et j'ai un peu plus de mal avec ça. J'ai un peu plus de mal à trouver des applications avec cela. Quel est votre avis là-dessus? Alors, effectivement, à la base, le processus complet de planification d'opération dont est tiré le centre de gravité, il est adapté pour des forces armées qui sont conséquentes. Je pense qu'on pourrait l'utiliser, mais en ciblant un petit peu plus les choses, en réduisant comment dirais-je, en réduisant la manœuvre qu'on veut faire avec cet outil, parce que le centre de gravité, même pour une petite entreprise, ça peut être, comme disait Pierre-André, un système de réflexion qui peut mener à dire avec notre entreprise, on va dans la bonne direction, mais en fait, on le fait mal. C'est-à-dire qu'on ne protège pas nos arrières, on ne saura pas tenir. Par exemple, combien d'entreprises ont identifié que face à une crise comme le Covid, on serait à même de pouvoir tenir jusqu'au bout? Je pense que ça fait partie des choses. Alors, ça vient aussi avec l'analyse du risque, hein, mais dans les centres de gravité, il faut pouvoir intégrer, par exemple, la capacité à tenir avec une pandémie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont l'intégrer. Et puis, le fait d'identifier son centre de gravité, ça permet de se dire qu'est-ce qu'on doit protéger coûte que coûte dans son entreprise. Et même peut-être qu'une entreprise de taille, même comme vous le disiez, 10 personnes, doit pouvoir identifier son centre de gravité pour savoir bien le protéger. Certes, on n'a pas les mêmes ressources, les mêmes moyens, les mêmes capacités, mais en fonction de ces… il faut une force de réflexion aussi derrière, c'est ça. Moi, j'avais une question, justement, ça rejoint un petit peu ce qu'a demandé Anderson. Ce serait plutôt sur le timing, en fait. Est-ce que
justement, dans l'armée, là, on parle de planification, on va dire des choses de long terme, où des gens vont se réunir pendant assez longtemps. Mais est-ce qu'aussi dans l'urgence, c'est-à-dire il y a une décision à prendre dans l'heure, par exemple, on utiliserait aussi ce type de méthode? Non, pas Non. du tout. Non, en fait, grosso modo, quand on le fait en entraînement, le centre de gravité, on le travaille pendant 2 à 4 heures. Et Ok. c'est intégré dans tout le processus qu'on mène sur 2 à 3 semaines. Ok. Voilà. Et non, dans l'urgence, forcément, non, on irait à l'essentiel. Et, et sans être dans l'urgence, vous le revoyez régulièrement parce que en préparant la conférence, tu m'as dit la première victime de la guerre, c'est le plan. le plan. C'est le plan. C'est ce qu'on a prévu de faire. Ce qui se voit très souvent en entreprise, pour être honnête. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous revoyez si les centres de gravité bougent? Alors, les centres de gravité vont bouger si les objectifs des acteurs bougent, changent. Ça peut arriver. On peut avoir un acteur, pour parler d'un acteur militaire, qui veut conquérir un pays voisin et puis finalement, en voyant arriver une force qui va l'empêcher, va vouloir juste subsister et rester sur place, rester en place. Et ça, le centre de gravité va changer. Donc, on va retravailler effectivement, pendant qu'on mène les actions opérationnelles, on va retravailler les centres de gravité pour réidentifier comment faire vaciller, amener cet acteur à venir à la table des négociations, hein, pour parler sur le côté politique, comment l'empêcher, l'entraver dans sa volonté, et peut-être comment réduire sa capacité militaire. Donc, on va cibler ces nouvelles vulnérabilités. Et Bruno, Oui. je pense qu'en corollaire à la question d'Eva, il y avait aussi est-ce qu'on revoit, alors le centre de gravité, oui, il y a peu de chances qu'il varie, mais ça peut changer. Mais est-ce qu'on revoit ce que l'on a, notre plan? Oui, effectivement, tout au long de la campagne. C'est pour ça qu'on fait déjà une analyse de risque pour trouver quels sont les risques qui peuvent faire qu'on va devoir changer notre plan, et si ça arrive, quelles sont les mesures d'atténuation qu'on va mettre en place pour éviter que ça se produise. Mais au quotidien, on fait ce qu'on appelle de l'operation assessment, c'est-à-dire qu'au quotidien, on a identifié pendant la phase de planification des métriques qui vont nous permettre de savoir si on fait bien les choses et si ce qu'on fait, si les choses que l'on fait produisent les effets escomptés. Et ça, au quotidien ou chaque semaine, ça permet de faire un bilan, un peu comme on fait du dialogue de gestion dans les entreprises, pour savoir si les actions que l'on mène vont nous amener aux objectifs qu'on s'était fixés. Et si ça ne se passe pas bien, c'est-à-dire si le plan n'est pas bon, ben, ça veut dire qu'en cours de route, il va falloir le réécrire et réadapter les forces et peut-être changer les objectifs. Mais ce qui ne changera pas, c'est la stratégie finale et la politique d'entreprise qui a été décidée par le grand patron. On ne va pas dire au grand patron, ben, comme on a mal planifié nos trucs, finalement, comme on ne va pas atteindre les objectifs que nous avez fixés, vous allez changer les objectifs. Ça, ce n'est pas possible. Donc, à nous de trouver le moyen de revenir sur le trait et d'atteindre les objectifs qu'on nous a fixés. Voilà. Faut comprendre l'outil comme vraiment, comme il a été dit, hein, un processus pour faire du brainstorming et surtout pour dire à un dirigeant, un responsable, vous voulez atteindre cet objectif, voilà ce qu'on a identifié comme étant votre centre de gravité, voilà les actions qu'il va falloir mener pour le protéger, pour pouvoir tenir dans la durée. Voilà. Et aux responsables, aux décideurs de prendre ou pas les décisions sur les conclusions. Et donc, lui, de dire après, si malheureusement on n'arrive pas à tenir, de se retourner vers lui parce qu'il n'aura pas pris en charge toutes les conclusions. Voilà. Je peux me permettre une dernière petite question? Est-ce qu'on fait une adaptation avec l'arrivée de la génération Y par rapport à toute cette stratégie? Ou est-ce qu'on considère que c'est la même base? Dans quel sens l'adaptation, vous sous-entendez? Non, je disais avec ces… Voilà, moi je suis plutôt jeune, mais avec les jeunes qui arrivent, avec la technologie qui arrive, est-ce que la stratégie, on considère qu'elle évolue, ou alors on considère que c'est une base rigide? C'est à eux de s'adapter, ou est-ce que c'est nous qui nous adaptons à eux en termes de stratégie? Alors, ouais, la stratégie, c'est vrai que quelque part, c'est assez rigide. Alors,
pour reprendre l'exemple de l'OTAN, ce qui est là où c'est rigide, c'est que c'est plusieurs nations ensemble qui utilisent une même doctrine, donc c'est difficile de s'adapter trop vite. En revanche, ce sur quoi moi je travaille, c'est comment faire ces processus, alors celui-ci ou d'autres, en utilisant des outils tels que l'intelligence artificielle, des robots qui vont capter les informations et les transformer pour répondre à nos besoins, pour aller de plus en plus vite, pour prendre les données. Donc, c'est là où cette génération Y pourrait être plus à même à venir sur ces procédés, mais le procédé lui-même ne change pas forcément. On l'améliore, mais on le maintient parce qu'il est efficace et il fonctionne. Okay, donc, c'est eux qui s'adaptent. Très bien. Merci. D'autres questions? Ton micro, Claude. Oui, Djebar, si tu veux peut-être témoigner, hein, tu parles d'une analyse de risque en cybersécurité de type EBIOS. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Oui, ça concerne en soi l'analyse en cybersécurité, l'analyse de risque, afin de voir quelles sont les vulnérabilités d'un système. Donc, ça s'apparente un peu donc à identifier les ressources critiques et quelles sont les faiblesses, en soi les vulnérabilités. Mais il y a aussi une étape qu'on franchit, c'est de pouvoir envisager, réfléchir aux différentes menaces potentielles vis-à-vis de ces vulnérabilités. Ce que je ne vois pas durant cet exercice qu'on avait fait pour le centre de gravité. EBIOS, c'est un acronyme? Oui, alors, il faut juste que je me remémore le truc. Expression des besoins et identification des objectifs de sécurité. Hein, exactement. En français. Okay. Ouais. C'est ça. Merci Wikipédia, je n'ai pas été chercher très loin. Alors, Djebar, merci. Tout à fait raison sur le côté, il manque les menaces potentielles sur ces vulnérabilités. Bon, le temps nous manquait un peu, effectivement, et en même temps, comme je le disais, ce n'est qu'un des outils parmi tant d'autres. On fait aussi de l'analyse du risque, et dans cette analyse du risque, forcément, les menaces potentielles sont identifiées, et ça permet de revenir des fois sur les centres de gravité en se disant comment on va contrer, comment on va protéger ces vulnérabilités face à ces menaces. Mais effectivement, oui, l'outil centre de gravité tout seul, il laisse encore des pans non investis de la stratégie. Ouais. Alors, vous l'avez vu, j'ai mis des petits messages où vous pouvez insérer votre évaluation de la soirée. C'est de 1 à 5, hein, c'est un Return on Time Invested. Avec un petit commentaire, c'est pour nous améliorer et voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux. On peut toujours. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Pour l'instant, je vois que personne ne l'a encore fait. Si, une personne. Ah. Le lien que tu as envoyé, ouais. Le lien que tu as envoyé, c'est le lien pour le honor. Inscription. Bien sûr. On tombe, ouais. Je t'ai renvoyé le lien en message en MP. D'accord, parce que là, quelqu'un est arrivé à me saisir le résultat. Donc, oui, moi. Étonnant. Ah. Oui, je vois. On apprend plein de parce choses. Parce que du coup, sur l'interface, tu retrouves le lien. OK. Ah oui. Et Quinca, ce n'est pas pour rien. Hein. Donc, il y a une remarque. C'était les 50 ans de Bruno ce week-end, en fait. Et ça, c'était en privé. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon anniversaire. Hein. Moi, j'ai juste une remarque. En fait, c'est l'interpénétration de toutes les méthodologies, parce qu'à l'OTAN, moi, j'y ai passé 4 ans. Et donc, dans cette planification, le swap est une des méthodes pour venir aider toutes ces étapes. Alors, il y a un formalisme, mais qui est lié à un certain nombre de critères militaires. Et ça s'appelle Alternative Thinking, dans lequel on a tout. On a les 5 apps, le mind mapping, le rich picture, la créativité, tout ce qui est reverse brainstorming, tout ça est une aide et donc vient de vos usages, on les intègre. Donc
la voie retour est aussi importante et peut-être utile. Et je remercie Chep d'avoir fait ces propositions de confrontation fructueuse. Et par contre, je pense que vouloir regarder à l'aune de… C'est vraiment une de ces étapes et que regarder sans le centre de gravité que le sien, mais il l'a dit, c'est non suffisant parce qu'il faut regarder les autres et regarder un centre de gravité, il va être aussi mis en relation avec un cadre, avec une vision politique, avec des attendus et des objectifs. Et donc tout ça est à resituer. Et le centre de gravité, normalement, pour une opération, ne change pas, mais il est dépendant d'un certain nombre de critères qui doivent être définis en amont. Et donc, c'est aussi dans le brainstorming, lorsqu'on commence, c'est très pertinent, très, très utile, et ça rejoint un peu, mais il faut le recontextualiser pour avoir, j'allais dire, les conclusions qui sont en relation avec ce que l'on veut, comment on le veut, et le cadre dans lequel on s'inscrit. Merci Jérôme pour cet ajout. Très intéressant. Et alors moi, je suis ergonome et plus particulièrement, donc on s'enrichit des différentes études. Et il y a aussi une rupture qui va intervenir, et Chep en a parlé, c'est l'intégration des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, en regardant quelle aide à la décision, quelle aide à combattre l'infobésité qui est générale, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations, mais on ne sait pas les prioriser. Et tel que je le vois aussi aujourd'hui, c'est pas de dire on a tout, c'est de prioriser. C'est quelle priorité, pour quelle action, pour quel engagement, dans quelles conditions. Et c'est bien ça, donc il y a un certain nombre d'outils, et l'IA fera partie ou non elle fera partie de ces outils. Par contre, elle peut être contre-productive. C'est-à-dire que, comme tout outil, s'il est mal défini, eh bien, il dessert son utilisateur. Et donc, tout l'enjeu va être à la fois de comprendre les brainstorming humains et l'adaptation. Et je reviendrai sur Steva qui avait parlé. En fait, il y a un langage dans le temps. If you lose to plan, you plan to lose. Globalement, le plan, il va être changé. Par contre, si on ne fait pas plan, on est sûr de perdre parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir réfléchi sur un certain nombre d'éléments qui, même s'ils vont être changés, nous permettent d'être dans le bon tempo. Et en fait, il y a une boucle que Chep connaît très très bien, OODA, qui est essentielle. C'est la vitesse de réalisation de cette boucle décisionnelle qui va être critique et elle l'est pour vous, enfin pour les entreprises. Si vous avez un cycle plus rapide que vos adversaires, vous allez vous adapter mieux et vous allez capter le marché. C'est de la même façon. Et ces outils servent à cette efficience. C'est-à-dire être capable d'anticiper, c'est planifier, de réagir, c'est planifier, c'est traduire ces outils en décision. Et la décision, Sun Tzu l'avait dit il y a très longtemps, elle vous permettre même sans combattre, de garder des parts de marché sans avoir à faire toute une… C'est un peu vous appelez ça l'océan bleu, c'est-à-dire d'être capable de définir quelque chose avant les autres et d'être leader sur le marché parce que vous êtes en précurseur. Excellent. Merci. Je crois que Eva, tu avais une question. Oui, j'ai une question déjà juste avant, Jérôme. La boucle de décision, c'est OODA que tu as mentionné. Je laisse Bruno en parler, il en parlera beaucoup mieux que moi. Et la question, c'est pour les militaires. Quelle est la méthode, la technique que vous avez utilisée où vous êtes ressorti de la salle de réunion en vous disant « Waouh, ça a complètement changé mon point de vue sur la situation ». Le point de vue sur la situation. Ouais. Où tu sors de la séance de travail et tu dis ce truc-là a vraiment été profitable. On a passé 1 heure, mais on a vraiment avancé. Et pas parce que les bonnes personnes étaient forcément dans la salle, mais parce que la méthodo était vraiment puissante. Alors, je réponds dans l'ordre. La première, donc OODA pour
Observe, oriente, decide, act. Grosso modo, ça veut dire qu'on va d'abord mettre en place des moyens pour obtenir du renseignement, de l'information. Mhm. On va analyser la situation, on va orienter nos moyens pour obtenir ce renseignement. On va décider en fonction de ce renseignement et on va agir Mhm. en fonction de ces décisions. Et c'est une boucle continuelle. Nos décisions vont créer du changement dans la situation, donc on va à nouveau observer, on va orienter nos actions, on va décider, on va agir, etc. Mhm. Et en fait, nos processus sont de multiples roues en fait, qui s'interposent, qui s'interfacent, on va dire, dans différents domaines, qui sont la boucle de création des ordres aériens, qui 24 heures sur 24, qui sont la boucle du renseignement, la boucle du ciblage, voilà, et ainsi de suite. Et ça, bien sûr, pour rassembler tous ces éléments de l'OODA, oui, c'est John Boyd qui a inventé ça, un très grand concepteur. Eh bien, il faut maintenant, aujourd'hui, mettre en place des outils technologiques parce que la remontée de ces informations, comme le disait Jérôme, c'est énorme. On est vraiment dans du big data, hein, avec la vraie définition du big data. Ça ne fait qu'augmenter. Je le disais il n'y a pas très longtemps, une entreprise qui développe des outils technologies pour les aéronefs. Ça fait 20 ans qu'on nous met des technologies sur les aéronefs pour capter l'information et on n'a pas pensé à ce que le système de commandement, on l'a aussi, lui, bardé d'outils pour agréger ces informations, le traduire en renseignement et rendre rapidement l'information sur le théâtre. Et ça devient vraiment capital aujourd'hui. Voilà. Pour la deuxième question qui était, rappelle-moi Eva. Les méthodos avec un wow effect que vous avez eu. C'est-à-dire que tu sors de la salle de réunion et tu dis ouais, la méthode elle est vraiment puissante et ça m'a vraiment permis de voir la situation d'un autre point de vue. Bruno, est-ce que je peux parler? Affirme. Ouais, donc à mon avis, les deux sont l'analyse de risque et vraiment aussi l'idée de wargame. Malheureusement, je dois partir, donc je laisse les deux pour Bruno d'expliquer. Mais à mon avis, les deux sujets, wargaming et vraiment risque, on peut utiliser avec beaucoup de sujets de sport, de vraiment qu'est-ce que je dois apporter aujourd'hui parce que la météo est mauvaise et toutes les idées. Donc, tous marchent vraiment bien avec l'analyse de risque qu'on utilise et aussi l'idée de wargame, de comprendre les idées des ennemis et comment l'ennemi va agir après on agit. Donc, c'est tout. Quel teasing. Merci Ted. Donc effectivement, pour les reprendre rapidement, l'analyse de risque, mais je pense qu'on est en phase avec le monde de l'entreprise, hein, le fait aussi. Nous, ce qu'on met en place derrière, et c'est un continuum, même avec les centres de gravité, c'est que dans l'analyse du risque, il y a des actions qui doivent être prises pour atténuer les risques, agir sur les probabilités que le risque intervienne ou les conséquences des risques. Et ça remplit d'autres conclusions qu'on amène encore au décideur. Et à lui ou elle de prendre la décision s'il veut accepter ou pas le risque. Ou prendre des décisions, des actions pour les diminuer. Le wargaming, ça c'est vrai que c'est très intéressant et très important. Nous, on dit souvent, et c'est ce que disait Ted qui vient d'intervenir, s'il y a une chose qu'on doit faire absolument dans la planification, je dirais deux choses aujourd'hui, c'est identifier le centre de gravité et faire le wargaming une fois qu'on a développé des modes d'action. Parce que nous, quand on fait une planification de l'opération, on identifie plusieurs moyens d'arriver à nos objectifs, plusieurs chemins, on va dire, plusieurs modes d'action. Et on va les challenger par les modes d'action de l'ennemi qu'on aura imaginé en fonction de notre connaissance de l'adversaire, comment il pourrait agir. Et puis, on va leur faire un face-à-face au travers d'un processus qui est chronométré pour faire ressortir les faiblesses dans nos modes d'action. Et là, on va compléter ces modes d'action pour atténuer ces faiblesses, ce qui fait qu'à nouveau des conclusions à tirer, ce qui agrège le plan avec les conclusions du centre de gravité, les conclusions de la matrice d'analyse des risques, les conclusions du wargaming. Ça agrège le plan, ce qui fait qu'à la fin, on a un plan solide, résistant et qui nous permet d'atteindre les objectifs
dans le tempo désiré. Merci. Voilà. Excellent. Voilà, on arrive à nos 2 heures de soirée. Merci Eva de nous tendre la perche pour toutes ces prochaines soirées qu'on va pouvoir organiser. Hein. J'ai pris des notes, hein. J'en ai au moins 3 là. J'en ai au moins 2 autres à te proposer. Ah bah voilà. Alors, Bruno va être en version mensuelle. Ah oui, alors il faut savoir qu'on en a déjà 30 cette année. Voilà, si tu veux animer les soirées, tu es la bienvenue. Et si d'autres veulent le faire, pas de souci. Hein. Extra. Merci beaucoup à tout le monde. On va s'arrêter là. Je vais faire un petit coup de pub. Je ne peux pas résister. Allez. Voilà, le petit coup de pub, il est sur le congrès. Ah, il se met devant, je ne peux pas. Il ne me laisse pas. Vous ne voyez pas, mais j'ai une fenêtre Zoom qui m'embête. Ah là là, vas-y. Non, c'est à côté. C'est là, voilà. Ça, c'est le programme du congrès. C'est le site, hein, je vous l'ai mis, congrès.ba.org. Ça, c'est les conférenciers. Ici, on voit aussi des facilitateurs. On est allé chercher des stars de la business analyse aussi. Par exemple, comme Ali Fachi ou Michel Raimondo, il était du côté des conférenciers. Mais voilà, ça, c'est aussi des gens des influenceurs. Hein. Alice, elle a construit, par exemple, son blog et elle a changé de métier. Elle était BA et maintenant, elle est influenceuse dans la BA. C'est la première, en tout cas, qu'on connaît francophone. Donc, ça, c'est, comme vous le voyez, du 2 au 25 juin. C'est les soirées, même mode, de 6h30 à 20h30, voire un petit peu plus, avec une tombola de presque 20 000 francs. Voilà, moi je m'arrête là. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Bruno, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, je voulais dire déjà remercier l'IBA Genève, remercier tous les facilitateurs qui ont aidé ce travail pratique et en fait, en ayant travaillé pour l'adapter, alors en français et 2 au monde de l'entreprise, eh bien, j'ai encore plus développé mes compétences sur ce point particulier. Donc, je vous remercie de m'avoir challengé, notamment toi, Claude, avec ce projet. Et j'espère que ça fera réfléchir des gens. Et n'hésitez pas à venir me questionner sur ce sujet ou d'autres encore autour de la stratégie militaire. Merci beaucoup. À tout bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.